sommaire de cette édition au Mali, l'ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Ouane a été désigné ce dimanche pour diriger le gouvernement de transition. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères a demandé à l'Union africaine de maintenir le moratoire sur la dette jusqu'en 2021 dans un discours préenregistré diffusé à l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, après des années d'exil à l'étranger, des Soudanais renoncent à leur vie douillette pour revenir et offrir leur savoir-faire à leur pays ruiné et isolé sous le régime d'Omar el-Béchir, aujourd'hui déchu. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui a terminé ce dimanche sa mission d'une semaine en Côte d'Ivoire, a souhaité que la présidentielle du 31 octobre prochain soit pacifique et inclusive. Dans un communiqué diffusé à la fin de sa mission, Mohamed Ibn Chambas note la libération provisoire de détenus le 23 septembre dernier, un geste bienvenu. Il espère que d'autres mesures d'apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit. Dans le texte, il est également évoqué la libération d'une dizaine de partisans de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Pendant son séjour, Mohamed Ibn Chambas a notamment rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara, des membres du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante CEI, les candidats à la présidentielle et des organisations de la société civile. Au Mali, Mokhtar Ouane, ancien ministre malien des Affaires étrangères, a été nommé ce dimanche Premier ministre par le président de la transition, Bandao. Cette nomination était très attendue par la communauté internationale. Le choix de Mokhtar Ouane, un civil au poste de Premier ministre de la transition, répond à la principale condition posée par les pays voisins du Mali pour la levée de leurs sanctions. Ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2011, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, le diplomate de 64 ans doit annoncer d'ici mardi la composition de son gouvernement. Vendredi, Banda, désigné président de la transition, et le vice-président, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, ont officiellement prêté serment. Mais la CEDEAO est restée intransigeante sur le choix d'un civil au poste de Premier ministre. La CEDEAO a aussi exigé l'assurance que le vice-président chargé des questions de défense et de sécurité ne puisse en aucun cas remplacer le président ainsi que la dissolution de la junte. Elle réclame également la libération des personnalités arrêtées depuis le 18 août, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Les colonels qui ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta lors d'un putsch réalisé officiellement sans effusion de sang se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. L'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, a été investi par son parti, le Mouvement patriotique pour le salut MPS, parti d'opposition. Il est donc candidat pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Au nom des militants et sympathisants du MPS, nous vous investissons comme notre candidat à la présidentielle, a déclaré l'un des doyens du parti lors du congrès d'investiture à Ouagadougou. En exil au Canada depuis 2016, Yacouba Isaac Zida, dont le retour avait été annoncé par son parti, était finalement absent, mais il s'est exprimé par visioconférence. Nous avons décidé avec vous, jeunes, femmes, hommes, déterminés et entièrement dévoués, d'aller à la conquête du pouvoir d'État le 22 novembre prochain, afin de l'exercer avec le peuple et pour le peuple. Nous leur disons que pour la cause du Burkina Faso, nous sommes imperturbables et nous sommes inarrêtables. Thomas Sankara disait que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tombe. Selon le président du MPS, Augustin Louada, les autorités ont fait clairement savoir en début de semaine que si Zida se déplaçait pour le Congrès,
Il serait immédiatement arrêté dès son arrivée à l'aéroport. Camarades militants, que notre président d'honneur soit radié de l'armée, soit, mais qu'il soit en outre poursuivi et rayé des cadres de l'armée est la preuve d'un acharnement politique. Pourquoi poursuivre pour désertion et insubordination une personnalité militaire devenue civile dès lors qu'elle a été rayée des cadres de l'armée? C'est soit on est civil, soit on est militaire. On ne peut pas être civil et militaire en même temps. Le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandino, a démenti ces informations dites erronées et sans fondement dans un communiqué rappelant toutefois que Zida doit répondre devant la justice militaire des chefs d'accusation de désertion en temps de paix et de refus d'obéissance. Jawar Mohamed, ancien magnat des médias éthiopiens, devenu à 34 ans l'un des plus farouches détracteurs du Premier ministre Abiy Ahmed, est un habitué des confrontations avec le gouvernement. Il est désormais accusé de terrorisme. Jawar Mohamed, ancien magnat des médias éthiopiens, est un habitué des confrontations avec le gouvernement. En 2015, un mouvement de contestation contre le pouvoir central voit le jour dans sa région de l'Oromia. Il mobilise sa chaîne de télévision, l'Oromia Media Network, pour l'amplifier, ce qui lui vaut d'être poursuivi pour tentative de coup d'État en 2017. Le mouvement finira par emporter le gouvernement et débouche en 2018, pour la première fois dans l'histoire du pays, sur la nomination d'un Oromo au poste de Premier ministre en la personne d'Abiy Ahmed. Les charges pesant contre Jawar sont vite abandonnées et le magnat des médias n'hésite pas à souligner à qui veut l'entendre son rôle dans l'ascension d'Abiy Ahmed, les deux hommes étant alors perçus comme des alliés objectifs. Mais l'idylle n'a que peu duré. Cette semaine, Jawar Mohamed était de retour sur le banc des accusés, inculpé notamment de terrorisme et d'incitation à la violence. Revirement emblématique des turbulences de la vie politique éthiopienne et des relations complexes qu'entretiennent le Premier ministre et les autres leaders Oromo. Alors que le pays se prépare à des élections générales cruciales l'année prochaine, le procès de l'opposant pourrait jouer sur la perception qu'auront les Éthiopiens des réelles ambitions démocratiques de leur Premier ministre. Pour rappel, les accusations qui pèsent actuellement contre Jawar sont liées aux violences qui ont éclaté après le meurtre fin juin de Hachalou Hundessa, un chanteur populaire Oromo devenu un porte-drapeau de sa communauté. Ces violences ont fait entre 178 et 239 morts selon les sources et ont été suivies d'une vague de quelques 9000 arrestations, suscitant des critiques à l'endroit du Premier ministre, lauréat en 2019 du prix Nobel de la paix. Ce journal se poursuit dans un discours préenregistré diffusé à l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères Amadou Ba a remercié le G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour la suspension du service de la dette. Il a également demandé à l'Union africaine de maintenir le moratoire sur la dette jusqu'en 2021. On le suit. Je profite de cette tribune pour saluer les efforts consentis par les membres du G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en faveur de l'initiative de la suspension du service de la dette. J'exhorte l'Union africaine à poursuivre les démarches en direction de nos partenaires en vue d'étendre ce moratoire jusqu'en 2021. Aujourd'hui, nous avons besoin de multilatéralisme revigoré, d'une organisation universelle réformée et efficace, comme réponse collective à nos questions existentielles, afin que personne ne soit laissé en rade. Ensemble, nous pourrons faire face aux multiples défis qui ont pour nous terrorisme, extrémisme violent, conflits armés, financement du développement, flux financiers illicites, migration, pauvreté et exclusion, santé publique et changement climatique. Sous ce rapport, il est légitime de se demander pourquoi l'Afrique demeure le seul continent à ne pas disposer de siège permanent au Conseil de sécurité. Après des années d'exil à l'étranger, des Soudanais renoncent à leur vie douillette pour revenir et offrir leur savoir-faire à leur pays, ruiné et isolé sous le régime d'Omar el-Béchir, aujourd'hui déchu. Ce n'était pas une décision difficile de revenir au Soudan. J'ai pensé au salaire, à mes profits et à mes pertes, ou comment j'allais gérer mes affaires et ce que ferait ma femme qui vit avec moi et nos enfants qui ont grandi à l'étranger. C'était donc une décision qui nécessitait
une consultation familiale, mais moi j'avais pris ma décision, je devais rentrer et je l'ai fait. Les personnes qui reviennent de l'étranger sont les bienvenues, étant donné que vous étiez à l'étranger, que vous retournez dans votre famille, vos amis et votre pays. En ce qui concerne votre intégration au travail ou dans les organisations, les personnes étrangères sont également les bienvenues car elles sont considérées comme ayant des compétences, des expériences et une éducation différente et qu'elles peuvent offrir quelque chose au Soudan. J'ai quitté le Soudan en 2011 après la guerre et l'accord de paix entre les parties du Soudan et du Soudan du Sud. Je suis parti en tant que citoyen avec les vêtements que je portais et j'ai quitté la maison que je construisais depuis 5 ans. Je suis parti seul, j'ai laissé ma famille à la maison car je pensais que ce conflit ne durerait pas longtemps. Pour finir cette édition, lors de sa première émission publique, le président burundais Evariste Ndayishimiye a reçu des questions du public. Il a à cette occasion parlé de la relation troublée entre le Burundi et le Rwanda, ainsi que les groupes armés qui attaquent le Burundi. On le suit. Tous ceux qui voulaient renverser le pouvoir, tuant les gens, brûlant les maisons et brûlant les voitures, se trouvent jusqu'à maintenant au Rwanda et ils sont très bien traités. Nous en déduisons que le Rwanda est en train de les préparer afin qu'ils attaquent le Burundi, parce qu'ils ne veulent pas du bien du pays. Quand on attaque un pays, on assiège au moins une commune et on en assume la responsabilité et la déclare auprès de la communauté internationale. Avez-vous déjà entendu cette déclaration? Et pour ce qui est de la pandémie de Covid-19, j'y pensais chaque jour avant de prêter serment. On en parlait même avec le défunt président, notre grand-père. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.